Le message essentiel de ma présentation, c'était vaccinez-vous pour vous éviter d'avoir des infections, que vous soyez sous traitement de fond pour votre spondyloarthrite ou encore mieux sous biothérapie, parce que la meilleure prévention d'une infection, ça reste la vaccination, même si on a fait d'énormes progrès dans la prise en charge des infections via l'antibiothérapie. La prévention, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, le risque infectieux, il est clairement étudié dans les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde et les spondyloarthrites. Et on sait que sous traitement, il y a un risque infectieux un petit peu majoré par rapport à la population générale, en particulier avec la cortisone par exemple. Sous biothérapie, le risque infectieux est un petit peu majoré, mais pas tant que ça. Et on sait que dans les spondyloarthrites, le risque infectieux est quand même un petit peu moindre que dans la polyarthrite rhumatoïde. Probablement, ceci est lié au fait que dans les spondyloarthrites, on donne moins de cortisone que dans la polyarthrite rhumatoïde. Néanmoins, le risque infectieux étant un petit peu majoré, on conseille à nos patients de se faire vacciner, en particulier contre la grippe et le pneumocoque, pour éviter ces deux complications infectieuses majeures et qui peuvent amener à des complications très importantes, voire parfois, heureusement c'est rare, mais voire parfois au décès. Sous traitement, effectivement, on se pose toujours la question de vaccins. Il y a deux types de vaccins, les vaccins vivants et les vaccins inactivés. Sous traitement, que ce soit les traitements de fond classiques ou les biothérapies, les vaccins vivants sont contre-indiqués. Donc soit on les fait avant, et on attend que la fabrication des anticorps se produise au bout de 2 à 3 semaines pour ensuite débuter le traitement. Si on est amené à le faire pendant, à ce moment-là, on a des procédures qui permettent d'arrêter le traitement, d'attendre que le produit s'élimine, de faire la vaccination et de reprendre le traitement 3 semaines après, lorsque les anticorps de notre corps sont fabriqués contre le virus vacciné, et à ce moment-là, on peut reprendre la biothérapie. Sinon, tous les autres, c'est des vaccins inactivés, par exemple le tétanos, la diphtérie, la polio, l'hépatite et bien sûr grippe et pneumocoque. Ce sont des vaccins inactivés et donc on peut les faire avant, mais on peut les faire pendant la biothérapie. Au contraire, la fièvre jaune, par exemple, qui est un vaccin vivant, lui, il est contre-indiqué sous biothérapie. La fatigue, c'est une composante importante de la maladie, mais elle peut être due à plusieurs problèmes. Ça peut être directement lié à la maladie, quand cette maladie est très inflammatoire, très fatigante, des douleurs la nuit qui entraînent une altération du sommeil, forcément ça fatigue. Certaines maladies inflammatoires entraînent une anémie. L'anémie peut fatiguer. Donc quand c'est des situations comme ça, avec nos traitements totalement efficaces, on arrive à réduire et à annuler la fatigue parce qu'il n'y a plus de douleur la nuit, il n'y a plus d'inflammation et l'anémie disparaît sous traitement. Donc là, je dirais que c'est le cas simple. Mais parfois, la fatigue est liée à d'autres problèmes psychologiques, stress au travail, stress familial, et puis fatigue aussi de souffrir pendant des années. Et donc là, les causes, ou prise de médicaments aussi, un médicament peut fatiguer. Hein. Donc tous ces phénomènes-là, rajoutés les uns aux autres, entraînent une fatigue chronique et qui est parfois difficile à gérer. Difficile à comprendre pour le médecin, difficile à gérer pour le patient. Et là, il faut savoir discuter avec le patient, essayer de trouver un petit peu l'origine de cette fatigue. Et puis faire appel à d'autres professionnels de santé pour essayer d'améliorer cette fatigue-là, qui n'est pas forcément liée directement à la maladie. Alors, les nouveaux traitements dans les spondyloarthrites, déjà, on est gâté. Parce que quand même, les traitements actuels, quand les patients résistent aux anti-inflammatoires non stéroïdiens, les anti-TNF, c'est quand même, dans la majorité des cas, assez miraculeux. Mais effectivement, dans certains cas, le traitement ne marche pas ou il n'est pas bien toléré. Donc, outre le fait qu'on a quand même plusieurs anti-TNF à notre disposition, on a maintenant d'autres pistes sur lesquelles on peut cibler nos thérapies. Et en particulier, on a 2 voies qui sont actuellement un petit peu récentes. C'est l'inhibition de l'interleukine 12-23 et l'inhibition de l'interleukine 17, qui sont 2 voies
avec la voie du TNF, pouvant expliquer l'inflammation des spondyloarthrites. Et donc on a des médicaments actuellement qui sont pour l'un déjà disponibles sur le marché, c'est le slétinumab qui inhibe l'interleukine 12-23, et nous allons avoir très prochainement le secukinumab qui lui inhibe l'interleukine 17, et ces deux voies thérapeutiques sont très prometteuses pour traiter les spondyloarthrites ou les rhumatismes pso qui pourraient être résistants ou intolérants aux anti-TNF par exemple. Alors c'est effectivement les progrès sur le diagnostic, c'est très important parce qu'effectivement plus on réduit le délai entre l'apparition des symptômes et le début du traitement, plus on réduit le risque d'ankylose ou de destruction articulaire ou de handicap. Donc c'est une question très très importante, tout aussi importante que les progrès thérapeutiques. Donc pour ramener un diagnostic précoce, il faut y penser, il faut que le malade pense à aller voir le médecin pour lui dire c'est pas normal que j'ai mal la nuit. Il faut que le médecin généraliste pense à demander au patient qui a mal au dos, est-ce que vous avez mal la nuit? Parce que c'est une question qui va dire oui j'ai mal la nuit, ah il faut penser à spondyloarthrite et donc faire les examens complémentaires, ou non, je n'ai pas du tout mal la nuit, je suis au repos, je vais très bien, et là, ce n'est pas la peine d'enclencher la batterie des examens à la recherche d'une spondyloarthrite. C'est plus là où on doit faire un effort, et où l'effort est fait grâce à la formation médicale continue, grâce à ce type d'association qui parle et reparle et encore parle de cette maladie. Sinon, l'avancée majeure, outre le bilan biologique et la recherche du B27, c'est l'IRM, par exemple, qui donne des signaux inflammatoires avant que les lésions radiologiques n'apparaissent. Et donc là aussi, ça permet de faire un diagnostic précoce, donc de traiter plus tôt. Et en traitant plus tôt, forcément, on réduit le risque de handicap. Alors c'est toujours la question importante et très polémique en France. Les vaccins sont pourvoyeurs d'effets secondaires, vont vous donner des maladies, etc. Bon, c'est pas le cas. Bien sûr, il peut toujours y avoir un patient, par exemple, qui est allergique aux protéines de l'œuf, et celui-là, il ne faudra pas le vacciner contre la grippe. Ça, c'est clair. Il y aura toujours des cas isolés d'effets secondaires importants, et ceux-là, il ne faut pas les vacciner. Mais majoritairement, ce sont des vaccins qui sont très bien tolérés, qui peuvent entraîner dans les jours qui suivent de la fièvre, un peu de douleur musculaire, de douleur articulaire, etc. Mais globalement, il n'y a pas de problème avec les vaccins. La grosse polémique, c'est y a-t-il l'apparition de maladies auto-immunes ou de maladies neurologiques à la suite des vaccinations. Il y a eu cette grosse polémique avec l'hépatite B, par exemple. Et puis maintenant, on s'est aperçu 10 ans après que finalement, les cas de sclérose en plaques, il n'y en avait pas plus chez les gens vaccinés que chez les gens non vaccinés. Et puis, on a à peu près la même polémique avec la vaccination contre le papillomavirus. Qui est un vaccin qui permet de réduire le risque de cancer de l'utérus chez la femme. Et on sait maintenant, avec le recul, avec les études, que les cas de maladies auto-immunes apparaissant après vaccination est exactement le même nombre de cas de maladies auto-immunes qui apparaissent chez des jeunes filles qui ne sont pas vaccinées. Donc en gros, sur cette étude française ou aux États-Unis ou dans les pays du Nord, le nombre de cas rapportés est d'environ 2 cas pour 10 000 patientes de maladies auto-immunes, que ce soit dans le groupe des malades vaccinés ou dans le groupe des malades non vaccinés. Donc en fait, le risque n'est pas augmenté par la vaccination, il est le même, que ce soit dans la population vaccinée ou dans la population non vaccinée. Donc en fait, cette polémique devrait s'éteindre, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont anti-vaccins et qui crient beaucoup plus fort que d'autres, et malheureusement, ils sont encore trop entendus. Message important, n'ayez pas peur de vous faire vacciner, écoutez votre spécialiste, écoutez votre médecin généraliste qui vous propose de vous faire vacciner, au moins contre la grippe et le pneumocoque, parce que le rapport bénéfice-risque est largement en faveur d'une vaccination et d'une protection.